Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs partis politiques considérés comme modérés, dont la Fusion, l'OPL, Vérité, entre autres, n'écartent pas la possibilité de participer au processus de dialogue lancé par le président Jovenel Moïse. Ces formations politiques posent cependant un certain nombre de conditions. Présentation mercredi par le gouvernement des différents programmes sociaux. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du président de la République, Jovenel Moïse. Plus de 30 000 candidats participeront cette année aux examens du bac permanent qui se dérouleront du 17 au 20 décembre sur l'ensemble du territoire national. Au moment où je vous parle, l'opposition dite modérée est réunie pour à la fois analyser les propositions contenues dans le pacte de gouvernabilité proposé par le gouvernement et également offrir un projet de sortie de crise. Pour en savoir un peu plus sur cette réunion, nous avons avec nous ce soir Madame Edmonde Supplice-Bozil, présidente du parti Fusion. Bonsoir Madame Bozil. Bonsoir Serge et bonsoir téléspectateurs, auditeurs de Métropole, téléspectatrices aussi de Métropole. Madame Bozil, peut-être une première petite question pour la mise en bouche. Quels sont les partis qui sont réunis avec vous aujourd'hui ? Nous sommes un groupe de partis, nous nous sommes déjà présentés à la presse, et c'est le parti Contre Pepla, c'est OPL, c'est Haïtien pour Haïti pour Haïtiens. Nous avons aussi Veilleyo et puis la Fusion. Nous sommes ces partis-là qui sont présentement en réunion et nous analysons la conjoncture et aussi nous souhaitons également trouver les meilleures stratégies pour nous permettre de sortir de cette crise. Très bien. J'imagine que le pacte de gouvernabilité proposé par le gouvernement est au centre de vos discussions, de vos analyses. Bon, laissez-moi vous dire que, en tant que parti politique, je parle pour tous les autres, tant pour la Fusion que pour nous, que pour les autres, que ce document dont vous parlez là, vous avez cité le pacte de gouvernabilité. Nous autres de la Fusion, nous qui faisons la promotion du pacte de gouvernabilité comme moyen de nous permettre de quitter cette spirale à répétition de crise et de proposer autre chose à la nation, de pouvoir, autour d'un projet national, signer un pacte. Nous pensons que c'est tellement fort pour nous quand on parle de finalement il faut un projet républicain. Finalement, il nous faut être capable de ensemble nous mettre d'accord. Voilà ce que nous voulons pour 25 ans, 30 ans. Et nous signons un pacte. Donc c'est pour ça que nous n'aurions pas aimé voir quelqu'un d'autre galvauder ce concept. Nous n'aurions pas aimé voir, n'en déplaise à M. Séan, donc je dis M. Séan dans la mesure où, comme vous l'aviez dit, un pacte de gouvernabilité soumis par l'exécutif, par le gouvernement. Un pacte, comme son nom l'indique, ne saurait être soumis par quelqu'un. On peut définir des stratégies pour arriver à un dialogue. D'abord, laissez-moi commencer par expliquer au peuple haïtien ce que nous entendons par pacte de gouvernabilité. Très bien. Vous êtes dans une crise, et quel que soit le pays, puisque nous ne sommes pas le seul pays au monde à gérer des crises. Peut-être que les nôtres sont répétées trop souvent, mais nous ne sommes pas les seuls. Donc, nous avions constaté comment d'autres pays avant nous ont pu faire pour sortir de leur crise. Et en tant que parti politique, nous avions regardé ce qui s'était passé en Espagne, avec Franco, ce qui s'était passé au Chili, au Panama, et tout près de nous, à Saint-Domingue, et que ce qui continue encore à se passer dans d'autres pays, on a regardé comment déjà, en France, il y a déjà un dialogue qui est entamé. Donc, nous disons que
quand on parle de pacte de gouvernabilité, il faut que toutes les parties, je ne dis pas tous les partis, non, parce que je ne parle pas uniquement de partis politiques. Il faut que toutes les parties, une des parties peut être le secteur affaires, une des parties le secteur politique, une des parties la société civile, etc. La société civile, une des parties ceux qui sont au pouvoir. Et maintenant, vous avez toutes ces parties qui s'asseyent et qui discutent d'une crise. Et qui, dans le cadre, ce que vous pouvez appeler dialogue national, ou bien que vous voulez appeler en conférence nationale, ou bien que d'autres appellent états généraux. Donc, vous vous mettez ensemble, ceux qui ont des griefs, mettre ces griefs sur la table. Bien entendu, il y a des prérequis, je peux en revenir tout à l'heure. Donc, nous mettons dans le cadre d'un dialogue autour d'une table, et dans ce dialogue, nous nous disons, voilà ce que nous voulons pour ce pays. Voilà les défis. Il y a, comme je répète, comme beaucoup répètent ces jours-ci, il faut la rupture. Et nous disons, pédagogiquement parlant, le mot rupture mérite qu'on mette du contenu dedans. Il faut pas répéter, galvauder, il faut rupture. C'est pas de cela qu'il est question pour nous, en tant que démocrates. Il nous faut, dans cette rupture, avoir un contenu. Et ce contenu doit sortir des assises devant conduire à un projet national. Et une fois ce projet national élaboré, accepté, l'acceptation sera traduite dans un pacte. Et c'est ce que nous appelons le pacte de gouvernabilité. Mais précisément, Madame Bozil, excusez-moi de vous interrompre une seconde, il semble que vous n'ayez pas, ou pas encore, répondu à l'appel de dialogue lancé par l'exécutif. Ça semble en effet être la marche normale. Il y a le pacte est la conclusion de ce dialogue. Mais apparemment, vous n'y avez pas encore répondu. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Je veux dire aux téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole, pour la vérité, est-ce que je peux, en tant que parti politique, avancer vers ceux qui sont au pouvoir pour leur dire « Me voici, je suis venu vous voir parce que vous avez interpellé ma conscience et je viens vers vous pour qu'on puisse faire le dialogue. » Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas répondre. Vous dites si on n'a pas encore répondu. Comment répondre si aucune démarche n'est faite pour effectivement initier ce processus? Donc, aucun processus n'est initié de la part du gouvernement. On a entendu une déclaration du président Jovenel Moïse responsabilisant M. Jean-Henri Séan, son PM, et lui demandant de prendre en charge ce dialogue politique pour pouvoir avoir un certain apaisement et sortir de cette crise, faire en sorte qu'on puisse laisser le problème tel que présenté par la rue et trouver un apaisement et puis avancer ensemble pour comme l'a dit Jean-Henri Séan dans son document. Je dis Jean-Henri Séan dans son document, mais c'est pour... Je répète après des journalistes, je répète après ce qui se dit dans la rue. Mais honnêtement, j'aurais pu ne pas dire le document de l'exécutif ou bien du gouvernement. J'aurais carrément pu dire qu'il y a un document qui circule qui peut être un tract. Puisqu'on n'a pas reçu officiellement ce document. Je l'ai eu via WhatsApp de plusieurs personnes qui ne sont pas membres du gouvernement. Donc, de quel document exactement vous parlez? Du pacte ou de cette invitation au dialogue? Ce qu'ils appellent pacte de gouvernabilité. Donc ça veut dire que je dis entre guillemets, ce qu'ils appellent entre guillemets pacte de gouvernabilité, on n'a pas reçu ce document officiellement. Ça c'est un. Le dialogue. Quand on parle de dialogue, Monsieur Serge, laissez-moi vous dire, le dialogue se fait entre deux personnes. Je prends deux personnes par exemple. Vous voulez, dans le cas d'une famille, vous voulez parler à quelqu'un, vous invitez la personne à dialoguer avec vous. Je veux danser avec vous, je vous invite à monter sur la piste et à danser avec moi. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire que je veux danser, je veux dialoguer et je reste dans mon coin. Si je reste dans mon coin, je ne peux pas savoir si vous êtes de bonne foi. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, je vais vous dire ce que nous pensons. Hier, nous avons, certains d'entre nous, de ce groupe de partis politiques, nous n'étions pas tous là, nous étions 3 partis. Nous avions rencontré l'ancien sénateur
Gabriel Fortuné. Comme vous dites que nous n'avions pas répondu, c'est pour vous dire comment répondre. Et Gabriel Fortuné est venu dire qu'il est mandaté par le président Jovenel Moïse pour connaître des préoccupations des différents secteurs, des différents groupes, ceux qui sont antagoniques à lui par rapport à sa malgouvernance et ceux qui sont dans quelque secteur que ce soit et avec lesquels lui, il ne se sent pas en mesure du fait qu'on n'a pas confiance en lui, il ne se sent pas en mesure d'initier ce processus de dialogue. Lui, il est venu nous voir. Mais on lui a dit, est-ce que ce n'est pas une mission périlleuse? Ou du moins, est-ce que c'est la confusion que vous créez? Ou bien la confusion qui est créée par l'exécutif même pour qu'il n'y ait pas de dialogue? Là, je vais plus loin par rapport à la question que vous m'aviez posée. Donc, pour nous, il y a une confusion qui est créée et cette confusion nous dit que l'exécutif ne veut pas réellement organiser le dialogue. Ils veulent faire passer le temps, laisser le temps au temps. Finalement, ils vont se fatiguer et on va finir par boucler notre mandat. Si peut-être c'est seulement ça que l'objectif de l'exécutif en place, à savoir le mieux pour nous, c'est qu'on ait la paix et qu'on puisse terminer notre mandat, si possible organiser des élections tranquillement et avoir la conscience tranquille, et même si nous devons laisser le pouvoir par la petite porte. À en croire le Premier ministre, le dialogue a déjà commencé apparemment. Il a dit publiquement dans certaines interventions qu'il a faites qu'il avait déjà commencé à discuter avec l'opposition en particulier. Mais tout ça se fait, disons, en coulisses. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que ce dialogue qu'a voulu le gouvernement se fasse en toute transparence, au vu et au su de tous? Parce qu'il y a quand même eu une invitation au dialogue. Est-ce que l'invitation au dialogue est faite par le président et moi, je dois chaque jour à 8 h du matin me poster par devant la primature, bien me poster par devant le bureau du président ou sa maison pour lui dire, me voici, vous aviez convoqué un dialogue? C'est ainsi que ça se passe. Donc, quand on parle de dialogue, il y a un agenda qui est défini, il y a une méthodologie qui est préparée et cette méthodologie et l'agenda est communiqué aux partis. Et maintenant, les partis doivent réagir pour dire, voilà les points qu'on aurait aimé souhaiter être pris en compte dans ce que vous proposez. Et maintenant, ces partis-là prennent rendez-vous. Vous comprenez? Vous prennent rendez-vous. Est-ce que c'est ce que vous demandez aujourd'hui à l'exécutif, que pour que le dialogue puisse vraiment commencer, il faut que eux qui ont initié la chose, proposent un agenda de rencontre avec des invitations formelles, etc. Est-ce là une de vos propositions? Ma proposition, laissez-moi vous dire d'abord, si la manière dont je vous ai présenté le processus, à savoir avant un quelconque pacte de gouvernabilité, voilà le chemin à suivre. Si tel est le cas, comme je crois l'avoir bien fait, ceux qui m'écoutent, ceux et celles qui nous suivent, qui nous écoutent, s'ils ont bien compris, je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter quelque chose en disant que vous m'aviez demandé est-ce que je sollicite quelqu'un de l'exécutif. Je viens de vous dire que je crois qu'il y a une confusion qui est créée parce que le président a donné charge à M. Seyan pour que ce dialogue soit initié, pour qu'il prenne en charge le dialogue et rencontrer les différents acteurs. Vous dites qu'il a déjà commencé. Il a dit avoir déjà commencé. Mais moi, je vous dis que nous n'avions pas été touchés. Et je ne suis pas là, et mon parti n'est pas le seul. Tous les autres partis dont je viens de citer n'ont pas non plus été consultés pour rencontrer M. Seyan. Et laissez-moi vous dire, on ne saurait avoir un dialogue à deux en tête-à-tête avec M. Seyan. Si un dialogue avait entamé, c'est quelle méthodologie il a utilisée? Le tête-à-tête? Et ça n'allait pas marcher, un tête-à-tête. Donc, nous, ni dans le tête-à-tête, ni dans une rencontre globale, aucune initiative comme telle n'a été initiée par le Premier ministre Jean-Yves Seyan. Ça, c'est... Maintenant, je ne suis pas là pour dire à M. Seyan, voici la route à suivre. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire pour plusieurs raisons. J'aurais aimé que l'exécutif clarifie sa position. D'accord. Qui fait quoi? Que fait la présidence? Que veut la présidence? Que fait la présidence? Que fait
Que fait la primature? Est-ce qu'il y a une cohésion dans ce que les deux entreprennent? Et nous autres, nous nous sommes dit, en tant que parti politique, je parle pour la fusion, je peux dire aussi pour les autres, nous sommes dans une démarche où, effectivement, nous nous demandons, est-ce que l'exécutif voudrait bien entamer ce dialogue? S'il le souhaite, que l'exécutif envoie des signaux clairs. Des signaux clairs pour nous dire, des signaux, avant même qu'on nous envoie l'agenda, on aurait aimé avoir des signaux clairs sur certains dossiers. Parce qu'il y a beaucoup... Un parti politique est l'expression traduit de par son comportement. C'est comme l'élite politique comme telle doit prendre les revendications de rue et les traduire de manière institutionnelle, que ces revendications prennent corps et sur papier, qu'on puisse être en mesure de se dire, OK, voilà, les revendications sont prises en compte, les différents partis, le parti politique est censé être l'institution capable de pouvoir et traduire ces revendications et mettre ça en action et utiliser ça comme unité d'action même pour se rencontrer. Et c'est ce que nous faisons avec les autres partis politiques. Maintenant, on aurait pu dans un second temps, dans le cadre de ces unités d'action, se dire qu'on va vers l'exécutif. Mais l'exécutif ne sait pas ce qu'il veut. Imaginez-vous que quand vous regardez le document de M. Séan, s'il vous plaît, j'aurais bien aimé qu'il enlève pacte de gouvernabilité dessus. Je ne sais pas comment il aurait pu l'appeler. Peut-être un accord politique 1. Et on aurait pu... D'abord, il parle de changement de partage de responsabilité. Vous savez ce que c'est qu'un partage de responsabilité? C'est chaque monde vient pour un poste ministère. Nous l'avions fait sous Préval. Nous l'avions fait encore sous Martelly. Nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs. Ce n'est pas une question de replâtrage. Un gouvernement qui n'a 2 mois, donc un gouvernement qui n'a 2 mois avec des ministres qui ne connaissent même pas encore le rouage du travail qu'ils ont à accomplir, qui ne comprennent même pas la feuille de route qui leur est donnée. Un ministre qui ne comprend même pas la feuille de route qui lui a été donnée. Alors, dites-moi bien, vous allez remplacer ce ministre maintenant après 2 mois pour en mettre un autre et puis la solution, elle est là? Non, jamais. Jamais. Nous nous disons qu'il faut tirer leçon des 6 et 7 juillet, tirer leçon des manifestations de rue. Alors, je vois que certains disent c'est battre la grande caisse pour dire que l'opposition a été essoufflée. Oui, l'opposition peut être essoufflée parce que la misère des rues aussi peut rendre aussi peut casser la dynamique, à savoir que les gens ils peuvent pas tenir une semaine comme c'est le cas en France avec les gilets jaunes. Nous pas gagner pour nous faire même bagarre. Mais maintenant, il faut être d'accord que le rebondissement peut être aussi terrible. Et c'est pour ça que nous, en tant que démocrates, ce rebondissement, nous voulons travailler. C'est pour cela, la réunion dont vous avez mentionné, qui se tient présentement, cette réunion, elle est faite entre partis politiques et démocrates convaincus pour dire que ce rebondissement, il faut qu'il soit contrôlé. Il faut qu'il soit contrôlé parce que nous avons un pays où tout va mal, on ne peut rien casser encore. Il n'y a rien à casser. Et je vous le dis vraiment de tout cœur, nous voulons une solution à cette crise, une solution qui doit passer par un dialogue. Mais comment faire confiance à une équipe qui crée la confusion? Comment faire confiance à cette équipe qui dit vouloir dialoguer pour trouver solution à la crise, pendant que eux autres de leur côté, suivant ce que disent certains rapports, par exemple le dernier rapport présenté par Yuri Latortue, sénateur responsable de la commission anticorruption, qui parle de dermalogue, mais c'est un cas de plus. Après le dossier Petro-Caribé, un cas de plus. Je ne veux accuser personne puisque je dis j'accuse quand il y a un jugement. Il n'y a pas de jugement. Maintenant, il y a un cas qui est dénoncé. Mais un cas qui est dénoncé et qui dérange, qui nous dérange en tant que démocrates, nous dire que vraiment on est de bonne foi, on veut dialoguer, on veut venir dialoguer. On avait dit ça au président. On veut dialoguer moyennant qu'il accepte, que tout le régime accepte de tout mettre sur la table. Nous aussi, nous serons obligés de dire que voilà les conditions que nous posons pour que nous puissions aller discuter. Donc, eux aussi, ils peuvent poser leurs conditions, mais nous pouvons aussi exiger. Ils peuvent exiger, nous pouvons exiger aussi. Maintenant, nous autres de l'opposition, nous exigeons que tout soit sur la table, même la démission du président. Donc, ceci étant dit,
Si tel est le cas, s'ils sont de bonne foi, ils doivent envoyer des signaux pour montrer clairement. Ils veulent aller vers le dialogue pour empêcher qu'il y ait rebondissement, parce que rebondissement, il y en aura quand même. Il y en aura quand même, parce que les problèmes, ils sont toujours les mêmes. La crise, elle est toujours là, elle n'est pas jugulée. Elle date de... Elle date. Elle est comment j'aurais pu dire? Parce qu'après les élections, quand vous réalisez des élections bidons, les élections bidons vous créez une crise. Et cette crise, avec les dossiers de corruption qui s'entassent, et tous ces dossiers empilés nous donnent la crise, et puis la crise de confiance créée par le président Jovenel Moïse, et aussi l'environnement de pauvreté aussi, qui dérange et qui tue. Et qui tue la population haïtienne, tout ceci aggrave la situation. Et c'est pour cela que nous interpellons ceux qui sont au pouvoir, qu'ils comprennent que nous ne pouvons pas aller vers un autre rebondissement et avoir les effets négatifs qu'un vrai dialogue aurait pu stopper. Voilà ce que nous demandons, voilà ce que nous exigeons à l'exécutif. Très bien, Madame Bozil. Je crois que vous avez parfaitement mis votre prise de position, que vous avez clairement défini ce que vous souhaitez. Malheureusement, le temps nous fait un peu défaut. Je vais devoir mettre un terme à cette passionnante discussion. Enfin, je retiens de ce que vous avez dit que vous représentez, vous et vos amis, ce qu'on appelle l'opposition modérée. Il y a plusieurs oppositions modérées, il y en a d'autres qui ne sont pas modérées. Vous aspirez à pouvoir dialoguer avec l'exécutif à condition que celui-ci vous en donne les moyens, vous démontre qu'ils sont vraiment prêts au dialogue. Je constate également que vous avez demandé que toutes les cartes soient mises sur la table et parmi ces cartes-là, vous n'écartez pas la possibilité d'exiger aussi le départ du président Jovenel Moïse. Est-ce que j'ai bien résumé votre pensée? Vous aviez bien résumé mes pensées. Je voulais seulement signaler que parmi les exigences, par exemple, en dehors de ce que vous venez de dire, un des signaux que nous attendons. Le gouvernement avait lancé les États généraux. Et maintenant, si nous devons aller vers une conférence nationale, parce que le projet national dont j'ai parlé tantôt, le projet de la République, le projet républicain, doit sortir d'une conférence nationale. Et maintenant, il y avait les États généraux qui continuent un travail. Et les responsables qui initient ce processus sont encore en selle. Donc, eux, des signaux à envoyer, c'est nous dire que voilà, je vais stopper. Je demande à ceux que j'avais engagés de suspendre les travaux puisque je peux toutefois utiliser vos services pour qu'on puisse répondre aux revendications des secteurs de l'opposition. Ça, c'est un cas. Mais il y a aussi d'autres cas. Il y a ce qui s'est passé à La Saline. Rien n'est dit là-dessus. L'exécutif ne s'est jamais prononcé sur cette tuerie. C'est un signal aussi envoyé. Le dossier des gangs, la gangstérisation de la ville de Port-au-Prince et des zones avoisinantes, ça aussi c'est un signal à envoyer, à savoir que l'exécutif est conscient qu'il y a, puisque c'est la presse qui le dit, il y a d'autres, ceci se dit, pas la presse qui le dit, mais ceci se dit via la presse qu'il y a des gangs qui sont armés et il y a des officiels qui sont impliqués dans ces différents cas-là. Ça a été dit et par le sénateur Sénatus et par le président de l'Assemblée nationale. C'est ça. Donc, merci. Merci de citer leur nom. Donc, en ce sens, je crois que c'est un signal clair aussi à envoyer. Nous dire qu'ils sont prêts à désarmer, ils sont prêts aussi à dénoncer et à prendre les mesures nécessaires pour braquer brandi ça et prendre zami en main. Pour nous, c'est des bagailles qui sont importants dans le signal que nous devons recevoir dans l'exécutif. Merci encore une fois, Madame Bozil. Malheureusement, il faut mettre un terme. Le temps nous fait la guerre et Metro News n'est pas extensible, malheureusement. Donc, encore une fois, merci de nous avoir consacré un peu de votre temps et bonne fin de soirée et à bientôt. À bientôt. Je n'ai pas cité le nom du Parti Vérité. On avait aussi UNIR. Je ne veux pas qu'il
puis on traite mon pour dire carrément bléo c'est pas de manière express on démarrait avec Unir et Vérité Mbavle et puis aussi le Mokrena. Très bien, d'accord. Merci. Bonne fin de soirée, au revoir. Voilà, c'était Madame Edmonde Supplice-Bozil, présidente de Fusion, du parti Fusion, qui nous informait sur ce qui est en train de se passer là maintenant dans une réunion de l'opposition dite modérée face à la crise, à la proposition de pacte de gouvernabilité et à une sortie de crise. Le mouvement patriotique populaire dessalignen invite le président Jovenel Moïse à convoquer une conférence nationale souveraine avant le 7 février 2019. Passé cette date, cette structure politique annonce qu'elle sera dans l'obligation d'exiger la démission du chef de l'État. En pile monde il a parlé de conférence nationale. En pile monde a dit d'accord avec l'idée. En pile monde qui te dit pas d'accord avec elle, yo changé, yo dit d'accord avec l'idée. Donc ça veut dire tout le monde ça rend compte que système nous kembe là, li rive dans bout li pas ka bay résultat encore. Faut nous font gens avec pays. Et c'est dans conférence nationale souverain pour nous faire. Yo mandé ça souverain vinn chercher dans concept là dans thème là. Nous répéter que s'il pas souverain, on pas besoin de faire. Parce que si vous faites résolution qui sorti, il faut appliquer. Donc il faut un accord préalable, côté tout le monde d'accord, y compris le président là, mais quel que soit le président là, un accord qui sorti qui dit résolution qui sorti dans la conférence nationale souveraine, eh bien n'a pas appliqué. C'est ça qui est logique initiative là. On a rappelé que dans la conférence nationale souveraine, il y a 4 étapes. Première étape là, nous censés la donne là nous presque franchi côté que en dans population, en dans classe politique là, en dans société civile là, il y a de plus en plus moun, groupe, parti politique qui d'accord avec l'idée. Deuxième étape là, c'est convocation conférence là. Question toujours posée, qui monde qui gagne droit convoquer conférence là? Réponse là, c'est président en place là qui a convoqué. Mais peuple là tout le a convoqué si président pas voulu. C'est comme ça fait tout côté depuis que le monde est monde. Une population c'est lui-même qui est souverain. Troisième étape là, c'est faire conférence là lui-même. Donc, il y a des gens qui ont demandé résultats depuis qu'on y a, côté que conférence là pour qu'on fait. Donc, c'est conférence là lui-même pour organiser le bien, pour une méthode li, pour qu'on qui moun k'ap participer, qui j'ai prendre décision là-dedans. Et ces conférences là qui pour bailler réponse à problème que n'a posé. Et quatrième étape là qui dernière, la conférence là fin faite, résolution qui sorti yo, faut qu'appliquer yo. C'est application résolution. L'Observatoire national sur les finances publiques exige du gouvernement qu'il présente la loi des règlements au Parlement aux fins de vote. Le coordonnateur de l'Observatoire, qui salue les efforts déployés par la nouvelle équipe gouvernementale pour acheminer le projet de budget 2018-2019 au Parlement, déplore l'absence de la loi des règlements, outil constitutionnel pouvant définir la gestion du précédent budget. Francisco Jovin invite la société civile à s'engager véritablement dans la lutte pour la bonne gouvernance et la reddition de comptes. On ne respecte jamais le délai imparti pour l'élaboration d'un budget. Selon la loi 1er février 2017, il est clair que
pour démarrer un budget, il faut commencer à partir du mois de juillet, juste après le dépôt du budget de l'année prochaine, et pour terminer au mois de septembre. Ce qui va nous donner environ 15 mois, et comme ça on pourra avoir le nombre de temps pour faire un débat, essayer de faire le va-et-vient. Et rapidement, le cycle budgétaire qui commence en juillet, il faut réviser les crédits. Le budget 18-19 enfin déposé, mais dans la forme, on dit bravo. Mais dans le fond, ça pose problème. Dans la période que nous y est là, c'est 19-20, nous avons supposé préparer. Mais maintenant, avant les périodes de questions, je vais attirer l'attention de la population sur les chiffres. Budget qui passait, 17-18, c'était un budget qui était gagné 143 milliards. Budget qui rectifiait, qui déposait, c'est 145 milliards. Donc, il y a 2 milliards de différence. Nous ne pas comprendre que, après 6 juillet, ça qui était passé, budget rectifié, il reconduit à la hausse. C'est un peu sceptique, après tout problème ça, et tout le monde connaît l'argent très lâche. Le bon problème, la rentrée. Il est clair avec dollar là qui est environ 77 gouttes. Donc, les patas supposés capables de reconduire à la hausse. Budget qui était sanctionné, 18-19 là, c'était 176 milliards de gouttes. En raison de taxes pétrolières qui étaient 19 milliards de gouttes, le peuple n'a pas accepté. Et le nous fait rapprochement avec le budget qui déposé mardi dernier là, c'est 172 milliards. Donc, il y a un écart de environ 5 milliards que monsieur a retiré. Mais qui côté monsieur rejoint 15 milliards de gouttes qu'il a laissé dans le budget? Une cérémonie de présentation des différents programmes sociaux s'est tenue ce mercredi en présence du président de la République, Jovenel Moïse. À cette occasion, le directeur de l'Office national d'assurance, Chénel Pierre, celui du Fonds d'assurance économique et sociale, Charles-Ernest Châtelier, et une représentante du ministère du Commerce ont tour à tour présenté leurs programmes, notamment Crédit à tes plates ou les programmes Ti Maman Chérie, ONAFAM, entre autres. Programme à tes plates là, objectif président de la République là, t'es gagné dans l'étape initiale, c'était démocratiser le crédit dans le pays. Démocratiser pour tout le monde, mais démocratiser particulièrement pour les petits entrepreneurs. Objectif général de Ti Maman Chérie, contribuer à la réduction de la vulnérabilité des familles bénéficiaires. Comme objectif spécifique, renforcer les capacités des mères à envoyer leurs enfants à l'école, c'est ce que je viens de dire, augmenter le taux de fréquentation des enfants à l'école, augmenter le taux de rétention des enfants à l'école. Les examens du bac permanent se dérouleront du 17 au 20 décembre sur l'ensemble du territoire national. Environ 30 000 candidats sont attendus dans les différents sièges. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, et celui du département de l'Ouest, Renan Michel, ont rappelé que les consignes doivent être scrupuleusement respectées. Tout en communiquant l'horaire des épreuves, ils ont également réclamé la collaboration de l'ensemble des acteurs pour la réussite de ces examens. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou ayant un comportement répréhensible verra sa copie annulée et sera invité à laisser le local après que le procès verbal aura été dressé. Le candidat fautif ne pourra pas participer aux examens pour une durée minimale de 2 ans. Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d'examen avec une arme, quelle que soit sa nature. L'usage des calculatrices programmables et de tout autre appareil de communication est formellement interdit. Les téléphones cellulaires sont formellement interdits dans les centres d'examen, sauf pour les responsables au besoin. Ainsi, l'usage du téléphone est interdit pour les surveillants et les superviseurs.
Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude avec le téléphone cellulaire sera éliminé. Toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux avoirs et ou dans les centres d'examen sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales. Il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d'examen de pénétrer dans les salles d'examen. Enfin, personne ne peut avoir accès à un centre d'examen sans une autorisation spéciale des autorités centrales, ministre, directeur général du NEX, directeur départemental. À ça, nous avons un total de 30 041 candidats qui vont participer dans l'examen baccalauréat qui a commencé du 17 au 20 décembre prochain. Dans les centres, il y a 1851 candidats, Grand'Anse, il y a 1070, l'Ouest, il y a 12 541, Nord-Ouest, il y a 3123, Artibonite, il y a 3139, Nord-Est, il y a 2872, Nip, il y a 817, Sud-Est, il y a 762, Sud, il y a 1107, et enfin Nord, il y a 2758 candidats. Ou pas permanent, c'est nous qui participons déjà à l'examen d'État. Si vous ne participez déjà, vous ne pouvez pas passer dans le bac permanent. Le principe dans le bac permanent, c'est conservation des notes. Et l'élève va composer dans la matière que le bac permanent. Mais la conservation de notes là, elle est faite pendant 2 ans. Si vous avez 3 ans, 4 ans à participer, eh bien tout notre vie à 0. C'est pendant 2 ans seulement que vous conservez une note pour l'élève. Après 2 ans, eh bien toute notre vie à 0 pour composer dans toutes les matières. La présidente de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, Marie-Laurence Josselin-Lassègue, a annoncé la fermeture de l'IDEA ce jeudi après 7 ans de service en Haïti. En conférence de presse, Mme Lassègue a évoqué un manque de financement qui serait à l'origine de cette décision et a présenté en même temps un bilan des différentes activités de l'institution. Depuis 7 ans que nous travaillons, nous avons 8 publications que nous faisons et Anissa nous fait 2. Une, c'est sous question conseil électoral permanent qui donne occasion justement pour nous dire que avec document ça, nous avons gagné il y a quelques mois une rencontre avec plusieurs membres conseil électoral, l'organisation internationale. Nous avons lancé le document ça et semaine dernière, nous avons présenté l'IBAI des structures qui ont droit monde et qui ont observation électorale tout. Deuxième livret que nous fait Anissa, c'est sous les idéologies et c'est des mondes, plusieurs mondes qui depuis plusieurs mois déjà te mettaient tête ensemble sous divers champs. Pendant 7 ans que nous en Haïti, plusieurs pays appuyé nous, qui appuyé nous en pile, c'était la Norvège, pays Norvège, la Suisse qui a appuyé tout, notamment pendant ces 2 dernières années, et le nous a fait notamment livre sous construction démocratique là, pays Union européenne, t'es appuyé tout. Mais malheureusement, les bureaux idéaux dans différents pays à travers le monde, c'est eux pour chercher ni l'argent, ni mettre projet campé. Donc c'est très difficile. Et là où l'on pays côté gain des institutions qui doivent investir dans la question de gouvernance, dans le renforcement institutionnel pour un moment et pas sur un long terme, c'est difficile. Donc c'est pour ça que après 7 ans, donc la première tout partenaire nous, la première pays qui t'a aidé nous, la première journaliste, tout le monde qui a un niveau ou à l'autre t'es poté collé avec nous, n'a dit merci parce que après 7 ans, n'a fait main définitivement. Merci en pile.
Présentation ce jeudi du réseau national des groupes sanguins de résus négatifs. Cette institution, fraîchement créée, travaille dans le domaine de la santé et a pour mission de répertorier dans les 10 départements du pays les personnes de résus négatifs en vue de permettre aux transfusés de bénéficier de leur sang en cas d'urgence, selon la coordinatrice générale Nancy Lenné. Et le réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, c'est une structure que nous mettons sous pied pour nous capables de mettre ensemble tout le monde qui a un groupe sanguin résus négatif. Dans un langage assez courant, tout le monde qui a un groupe sanguin avec signe moins lent derrière, pour nous capables de comprendre. Et c'est parce que nous te rendons compte que les gens qui ont un groupe sanguin, c'est des gens qui sont très vulnérables. Mais au niveau mondial, c'est seulement 15% de gens qui ont un groupe sanguin. Et nous-mêmes en Haïti, pour qu'on ait des chiffres exacts sur la quantité de monde qui gagnent. Mais cependant, selon toute recherche qui fait, c'est dans le nord qui gagne plus de monde qui gagne un groupe sanguin avec résus négatif. C'est ça que fait au niveau de Renaxan, non seulement nous avons sensibilisé les gens sur la question don de sang volontaire, mais nous avons fait des campagnes de sensibilisation tout pour nous capables de faire les gens comprendre qui enjeu qui marche avec le résus que vous gagnez, que le résus positif ou bien que le résus négatif. Et qui ça nous fait déjà au niveau de Renaxan? Nous faisons formation pour membres, nous faisons formation avec des groupes organisés, avec l'église, etc. Et nous faisons tout, aider des séries de monde qui, à un moment donné, ont un problème, qui l'hôpital, qui ont résus négatif, qui ont besoin de sang à un moment donné et qui ne sont pas capables de joindre. Parce que la Croix-Rouge en soi, le plus souvent, quantité de sang négatif que vous n'êtes pas capable de répondre avec demande là, puisque moun sao c'est des gens qui partent en pile dans le pays et c'est des groupes sanguins qui sont très rares, j'aime dire déjà même au niveau mondial. Et pour qu'on y a, au niveau de Renaxan, nous gagnons plus passé une cinquantaine de membres au niveau de Renaxan avec des groupes sanguins O négatif, A négatif, AB négatif et B négatif. Et nous baillons tête nous comme mission pour nous arriver aider des séries de monde qui étaient en vie, des séries de monde qui étaient découragés à un moment parce que ils connaissent que ils sont malades mais ils n'ont pas besoin de sang négatif là dans le moment qu'ils ont besoin là. C'est ça que fait dans le cadre de partenariat technique que nous gagnons avec PNST. Nous pourrons d'ici l'année 2019 là permettre de temps en temps avec PNST ainsi que la Croix-Rouge faire des collectes de sang pour nous arriver permettre que chaque mois ils gagnent une quantité de pochettes de sang résus négatif qui est disponible au niveau de la Croix-Rouge. Et quand ça les demande, il est capable assez rapide d'arriver et aider les gens. Et pour l'année prochaine, pour début année 2019 là, non seulement nous allons faire des villes de province, arriver faire des campagnes pour chercher plus de monde possible qui gagne un groupe sanguin ça yo, au moins un bon réseau qui gagne une quantité de monde assez impressionnant et le ça pour nous faire face avec urgence yo. Plus de 5000 œuvres d'art ont été restaurées par les soins du Centre d'art haïtien depuis 2014. Réuni dans les jardins de l'institution, le comité de restauration a présenté certaines de ces œuvres lors du cocktail de clôture. Une initiative soutenue par le Fonds des ambassadeurs et l'ambassade des États-Unis en Haïti à travers son ambassadeur Michel J. Sisson. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Paul Léel. Ils s'étaient tous donné rendez-vous dans les jardins du Centre d'art pour rendre hommage au travail effectué par les équipes de l'institution, dirigées par Louise Perrichon-Jean, sous la maîtrise d'œuvre de Franck Louissin, professeur émérite d'art, qui se passe de présentation pour les passionnés de peinture haïtienne. 5500 œuvres ont donc été restaurées par ses soins, ou tout du moins sous sa direction. Car ce projet, soutenu financièrement par les États-Unis, était avant tout une aventure humaine où sont même venus se greffer des étudiants de l'école du Louvre à Paris. Ou encore la crème des restaurateurs et consultants en art haïtien. Louise Perrichon-Jean, directrice du Centre d'art, revient sur ce projet. Le processus de sauvegarde puis de conservation d'œuvres d'art est un réel défi dans le contexte post-séisme que connaît le Centre d'art. Parallèlement au support de la Smithsonian Institution, puis au soutien du Fonds des ambassadeurs, nous avons su développer des partenariats techniques afin d'enrichir le Centre d'art de compétences spécifiques au métier de la conservation. Les résultats accomplis sont le produit d'une vision collective et d'une stratégie accompagnée par un conseil scientifique créé depuis 2016. Ce conseil scientifique est constitué d'experts issus d'institutions telles que le CNRS, le Musée de l'Homme, le Musée du Louvre en France,
mais aussi la Brown University, Duke University aux États-Unis, et de professionnels de l'art caribéen en Jamaïque et à Cuba. Quant à l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michelle Season, elle souligne que son pays a répondu positivement à ce type de projet d'envergure de préservation du patrimoine haïtien. Après avoir financé la restauration de la maison Gingerbread appartenant à Viviane Gauthier, l'ambassade américaine a souhaité pérenniser son action et s'impliquer dans ce processus à hauteur de 700 000 $ US. J'ai toujours été frappée par le riche patrimoine architectural et culturel qui fait d'Haïti un lieu culturel unique et magnifique. En préservant et en conservant ces peintures, le Centre d'art garde des expressions matérielles et immatérielles du patrimoine culturel pour tous les citoyens d'Haïti, ainsi que pour les générations futures. Alors, lorsque le Centre d'art nous a demandé de restaurer ces peintures, nous avons tout de suite compris le potentiel énorme de ce projet. La restauration de ces peintures du patrimoine national aidera cette institution unique, dépositaire de l'art national haïtien, à attirer les spécialistes et les touristes et les amis de l'art haïtien. La mise à niveau des capacités de stockage permettra aussi d'éviter d'autres dommages de ces trésors nationaux. Les 5500 pièces restaurées par le Centre d'art constituent un nouveau pas dans la préservation du patrimoine culturel national. Sculptures, tableaux, ces objets historiques haïtiens sont dorénavant protégés et prêts à prendre place dans les musées ou à être prêtés dans le cadre d'expositions éphémères. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.